Dans le récit biblique de Babel, les premiers êtres humains parlaient une seule langue, la langue adamique, celle d'Adam et Ève. Mais ils ont fait preuve de vanité en construisant une tour géante qui atteignait le ciel. En guise de punition, Dieu a détruit la tour et surtout, il a instauré la multiplicité des langues afin de semer la confusion entre eux, confusion qui se dit Babel en hébreu. Depuis, pour se comprendre, il faut traduire. He wants you to turn, look in camera. Okay? That's all he said? Souleymane Bachir Diane est un philosophe sénégalais qui enseigne à l'université Columbia à New York et qui maîtrise 7 langues, dont 2 mortes. Dans son dernier livre, De langue à langue, il explore les enjeux politiques et philosophiques que charrie la traduction. Il rejette l'idée que certains termes ou certains textes ne seraient pas traduisibles ou pas traduisibles par n'importe qui, et il s'appuie sur l'expérience de la traduction pour penser concrètement l'universel. Comment la traduction reflète-t-elle les rapports d'inégalité qui existent entre les langues? Peut-elle être un acte de trahison ou d'appropriation? Peut-on tout traduire? La traduction est loin d'être un geste technique neutre. D'abord parce qu'il existe des rapports de domination entre les langues. Et ça se voit tout de suite sur le marché de la traduction. Quand on fait la sociologie de la traduction, c'est là qu'on voit dans toute son ampleur l'inégalité profonde entre les langues. Si je pose la question de savoir dans quelle langue on traduit le plus, la réponse est immédiate. Vous dites tout de suite l'anglo-américain, vous aurez raison. De la même manière, à partir de quelle langue traduit-on le plus, ça va être encore l'anglo-américain. Donc la domination linguistique, qui souvent est le reflet aussi de la domination économique, est une réalité. De la même manière que le dollar est notre monnaie universelle, l'anglais est notre langue universelle. Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup disent qu'il ne s'agit même plus de l'anglais, mais de ce qu'on appelle le globish, une espèce de langue approximative qui est une langue de rencontre qui est faite beaucoup plus pour échanger, pour communiquer, que pour véritablement penser ou traduire. Vous citez la critique littéraire Pascal Casanova qui parle de diglossie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, la diglossie, c'est le fait justement de parler 2 langues. Mais à la différence du bilinguisme, le bilinguisme, c'est une relation, disons, heureuse à 2 langues. La diglossie, le terme même, indique précisément qu'une des 2 langues que l'on parle est une langue que l'on parle parce qu'on est bien obligé, parce qu'elle est venue dans les bagages de la colonisation. Et donc, on se retrouve avec 2 langues qui sont des langues inégales par définition, parce que l'une porte tout le prestige de la reconnaissance, puisque c'est l'école, et donc tout le prestige de l'école et de la réussite scolaire rejaillit sur une langue, tandis que l'autre, qui est la langue familiale, est un petit peu reléguée au second plan. Ce que dit Pascal Casanova dans son livre, c'est précisément que la diglossie est le signe d'une domination et d'une violence coloniale. Pierre Bourdieu avait parlé dans les années 70 de cette hiérarchie sociale qui s'opère entre les langues en fonction de leur proximité au pouvoir ou des profits symboliques que l'on peut en tirer, et comment chaque époque a eu une langue dominante. C'était le français au début du 19e siècle, et aujourd'hui c'est l'anglais. Non, mais je demande si un jour il y aura un écrivain africain qui sera couronné pour ses livres, mais qui ne seront écrits ni en langue anglaise, ni en langue française. Dans les pas de Bourdieu, Pascal Casanova a analysé le champ de la traduction et elle a montré que lorsqu'un texte écrit dans une langue considérée comme périphérique et traduit dans une langue considérée comme centrale, c'est perçu comme une ascension, un gain de valeur. Dans son livre, Souleymane Bachir Diane donne encore un autre exemple, plus ancien et plus extrême, de la manière dont la traduction peut participer d'un rapport de domination. Celui de la première traduction en latin du Coran au XIIe siècle. Comme vous le savez, moi j'ai une vision assez optimiste de la traduction et du rôle qui est celui de la traduction. Mais en même temps, il faut bien se rendre compte que la traduction a souvent été utilisée précisément de manière violente pour essayer de rapetisser, d'humilier quelqu'un d'autre. Et la première traduction du Coran, dans une langue européenne qui était le latin, a été une traduction faite dans cet esprit-là. Une traduction menée
par Pierre le Vénérable, évidemment ecclésiastique de son état, voulant manifester sa détestation de l'islam, s'est dit « Écoutez, je vais vous traduire leur texte et vous verrez bien combien ces gens sont fanatiques, suivent un culte qui est une religion qui n'est pas une religion mais un culte, et en quoi ce culte est démoniaque. » Souleymane Bachir Diagne est donc au fait de la hiérarchie qui peut s'imposer entre les langues, mais ce qui l'intéresse surtout, c'est de saisir comment la traduction peut aussi construire de la réciprocité. Et il se penche notamment sur le cas de la traduction en français des contes oraux africains. Une manière de voir cela serait de dire, voilà, nous avons réussi à imposer la langue coloniale française à ces populations. Et regardez, ces populations sont en train de traduire leur propre imaginaire, leurs propres mythes et contes et légendes dans notre langue. Donc, c'est comme si les auteurs de ces traductions, de ces transcriptions et de ces traductions de la littérature orale en langue française rendaient les armes, en gros, et venaient payer tribut à la langue prestigieuse dans laquelle désormais ils avaient réussi à traduire leur propre culture. Mais si on regarde dans le détail ce qu'ils ont fait, si on lit les textes et si on s'interroge sur la raison pour laquelle ces textes sont devenus des fleurons de la littérature mondiale, c'est parce que précisément ils ont su habiter la langue de l'autre avec leur propre imaginaire. Et ce faisant, ils ont transformé cette langue. Si je lis dans le détail les textes magnifiques de Birago Diop, le conteur sénégalais qui a écrit de si beaux textes, les contes d'Amadou Koumba, les nouveaux contes d'Amadou Koumba, ou bien l'ivoirien Bernard Dadier. Quand on lit leurs textes, on sent à quel point ils ont investi la langue dans laquelle ils écrivent, à quel point ils aiment cette langue, à quel point ils ont un rapport jubilatoire à l'écriture dans cette langue, et ce faisant, non seulement ils montrent que c'est leur langue, qu'ils se sont appropriés cette langue, mais ils la transforment. C'est-à-dire qu'ils lui font subir une forme d'hybridation qui est le propre de la traduction. Ce sont les écrivains, les auteurs africains qui ont fait que le français est aujourd'hui une langue d'Afrique. Il y a une belle expression, je crois que c'est le poète mauricien Édouard Monique, que ces écrivains inséminent la langue française. Mais oui, l'image de l'insémination lui est venue tout naturellement, et c'est une image tout à fait vraie. Parce que, en effet, la meilleure métaphore pour parler du contact entre deux entités, c'est la manière dont on produit ensemble une entité nouvelle. Cette insémination, cette capacité que l'on a de faire naître autre chose qu'à partir de ces éléments que sont l'imaginaire et la littérature orale, et puis d'un autre côté, la langue qui était la langue impériale. Ces métaphores érotiques pour parler du contact entre les langues, on les trouve partout. Antoine Berman, philosophe de la traduction, quand il parle de mise en contact des langues, a cette espèce d'arrière-plan érotique des expressions qu'il emploie. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans la plupart des langues humaines, le même mot pour dire langue dit à la fois la parole et l'organe. Ah oui. Et donc, d'une certaine façon, la traduction et le fait de s'embrasser et le baiser ont quelque chose en commun de ce point de vue-là. Alors j'ai un peu cherché d'autres exemples et j'ai trouvé qu'en effet, en turc et en russe, c'est le même mot. En anglais, pour dire langue maternelle, on dit mother tongue. Et j'ai découvert aussi qu'en hébreu, il y a deux mots pour parler de la langue. Lachon, qui désigne la langue qu'on a dans la bouche, et safa, qui signifie la lèvre, ce qui est aussi très sensuel. Au diable, fidélité! Nous prenons le baiser sulfureux de la langue source avec la langue cible. Le sexy intercourse de l'auteur et du traducteur. L'érotisme poignant du traducteur traditore. La traduction potentielle, c'est la traduction libérée de ses joues rouges aux fossettes timorées. La traduction potentielle, c'est la traduction qui se regarde luxurieusement dans le miroir en un geste de réinvention décidée d'elle-même.
Je dois dire que je n'avais jamais pensé à cette dimension charnelle de la traduction. Il n'empêche que ce passage d'une langue à une autre est loin d'être un exercice facile. Le traducteur est régulièrement confronté à des notions qui semblent proprement intraduisibles. There's a word in South Africa, Ubuntu. A word that captures Mandela's greatest gift. His recognition that we are all bound together in ways that are invisible to the eye. Voilà un mot en bantou dont Desmond Tutu dit qu'il est très difficile à traduire dans une langue occidentale. Il dit ça peut vouloir dire humanité, ça peut vouloir dire compassion, ça peut vouloir dire fraternité. Ça signifie en gros devenir humain. Mais devenir humain dans la réciprocité. Il faudrait prendre le verbe. Humaniser au sens, parce qu'en français, quand vous dites humaniser, vous me dites humaniser quoi? Parce que humaniser appelle, c'est un verbe transitif, ça appelle quelque chose. J'humanise mes relations avec mon chien, ou j'humanise mon chien d'ailleurs en le considérant comme un humain, etc. Alors qu'ici, humaniser, c'est justement cela. Devenir humain, devenir pleinement humain et le devenir dans la réciprocité. Et donc, l'intraduisible est important dans la traduction. La traduction se fait toujours sur fond d'intraduisible, mais il faut prendre l'intraduisible au sens que définit la philosophe de la traduction qui est Barbara Cassin, quand elle dit que l'intraduisible, ce n'est pas ce que l'on ne peut pas traduire, c'est ce que l'on ne cesse pas de ne pas traduire, dit-elle. Le rapport entre traduction et intraduisible est intime. Un intraduisible, c'est ce qu'on s'attache à traduire. Autrement dit, ce qui est compliqué à traduire, ce qui ne va pas de soi. Bon. Et donc, ce sont des symptômes de différence des langues. Je choisis les intraduisibles comme symptômes. Et en philosophie même, il y en a. Quand vous dites mind, vous ne dites pas tout à fait Geist, vous ne dites pas tout à fait esprit. Une expression, traduction, c'est trahison, non? Oui, c'est une expression italienne. Oui. Traduttore, traditore, c'est tout ce que je sais dire en italien, à part pizza. Mais oui, mais la trahison est intrinsèque et fait partie de la traduction elle-même. C'est ce que dit le philosophe Paul Ricoeur en disant que dans la traduction, il y a aussi un travail de deuil. Il faut faire le deuil de ce qui, semble-t-il, n'a pas passé le pont. Ubuntu est un terme difficile à traduire en français, et inversement, on a des termes français qui semblent intraduisibles dans certaines langues non indo-européennes. L'exemple du verbe « être », qui n'existe pas en Wolof, et qui pose des énormes problèmes de traduction. Comment est-ce qu'on traduit « je pense, donc je suis » Un jugement rapide va dire « Ah ben ces langues-là, malheureuses langues, il leur manque quelque chose, elles sont incomplètes parce qu'elles n'ont pas le verbe « être ». Ce qui est totalement absurde. Toutes les langues savent faire une attribution. Toutes les langues savent affirmer une existence. Simplement, elles ne le font pas comme les langues indo-européennes le font. Et donc, est-ce que, je vais dire à ce moment-là, que la langue Wolof ne peut pas traduire « je pense donc je suis ». Oui et non. Parce que si j'entends par là que la langue Wolof n'utilise pas le verbe « être », n'affirme pas l'existence de la même manière que le français ou le latin ou le grec, etc., j'ai raison. Je dirais à ce moment-là que c'est un intraduisible. Le cogito cartésien est un intraduisible. Mais l'idée, la démarche, je peux parfaitement traduire cela. Et c'est ça qui est aussi le caractère sublime de la traduction. Et j'utilise ici un mot qui est celui du philosophe Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dit la traduction est cette chose qui est à la fois impossible et sublime. Elle est impossible parce que normalement, deux langues ont des philosophies grammaticales radicalement différentes. Je viens de vous donner l'exemple du verbe être. Et pourtant, le traducteur finit toujours par traduire. Autrement dit, dans les langues comme le Wolof, mais aussi l'arabe, l'hébreu et le turc, qui n'ont pas le verbe « être », la notion se répartit sur plusieurs verbes différents selon qu'il s'agisse de parler de l'identité, de l'existence ou encore de la localisation de quelque chose. Et pour Souleymane Bachir Diane, ce pont que l'on échafaude entre deux langues participe de la construction de l'universel. La traduction est la manière que nous avons de surmonter la malédiction de Babel. Donc, je reviens au récit, au mythe, au grand mythe biblique qui veut que
les humains, à un moment donné, s'étant montrés très arrogants, Dieu les a punis. Donc, si je fais une traduction, disons, laïque du récit biblique, c'est une description, au fond, de la condition humaine. On dira simplement que notre condition en tant qu'humain, c'est d'être fragmenté en tribus et en nations différentes et en cultures différentes et d'une certaine façon en des mondes différents parce que nous parlons des langues différentes qui sont des relations diverses au monde qui est le nôtre. Et c'est d'ailleurs, par parenthèse, sur ce point-là qu'on trouve dans le Coran l'équivalent du récit biblique qui dit « Nous vous avons créé en tribus et en nations afin que vous vous entreconnaissiez. » Et c'est là que c'est la raison pour laquelle les philosophes de la traduction évoquent ce mythe en disant que justement la traduction c'est ce qui répond à la malédiction de Babel. Nous sommes condamnés à être des humanités différentes. Eh bien, nous allons reconstituer notre humanité une parce que nous sommes en mesure de traduire des langues différentes, de faire que les langues différentes se rencontrent et s'embrassent et soient en contact précisément parce que nous traduisons. Et donc, la traduction, c'est devenu ce qui se substitue à la langue adamique que nous avons perdue. Il y a un philosophe qui a beaucoup travaillé sur cette question, c'est Walter Benjamin, qui a notamment traduit Balzac, Baudelaire et Proust en allemand et qui a théorisé sa pratique dans un texte intitulé « La tâche du traducteur ». Il dit que dans la traduction, dans l'opération de traduction, le traducteur touche du doigt, il pressent cette langue adamique dans l'opération qu'il effectue de traduction d'une langue dans une autre. Normalement, il n'a affaire qu'à deux langues, celle à partir de laquelle il traduit et celle qui reçoit la traduction. Mais dans ce transvasement, dans cette mise en relation, il a le pressentiment qu'il y a un troisième personnage, une troisième langue, qui est ce qu'il appelle la langue pure. Cette langue adamique, cette langue au fond qui est la signification même de l'humanité que nous partageons. Et c'est là la relation qu'il y a avec un humanisme universel, si je puis dire. Un universel qui n'est plus l'universel d'une des langues, oui. Disant, nous sommes plusieurs, mais c'est moi l'universel, ralliez-vous à mon panache blanc. Mais au contraire, un universel qui se projette depuis le pluriel oui. du monde, qui accepte le pluriel du monde et qui s'appuie sur le pluriel du monde pour se projeter vers un horizon d'universalité. On peut donc critiquer la domination d'une langue pseudo-universelle comme l'anglais ou le globish, tout en affirmant que l'universel pluriel se réalise dans la traduction, qui est elle-même la langue des langues, comme le dit l'écrivain kényan Ngugi wa Thiong'o. Or, pour Souleymane Bachir Diane, à partir du moment où la traduction a partie liée avec l'universel, l'idée selon laquelle le traducteur devrait être sélectionné en fonction de sa proximité avec l'écrivain d'origine n'a pas de sens. La question s'était par exemple posée au sujet du poème qu'avait récité l'américaine Amanda Gorman à l'occasion de l'investiture de Joe Biden en 2021. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one. Il y avait eu cette polémique au moment où son poème devait être traduit en néerlandais par une poétesse blanche, qui a finalement dû renoncer à le faire, puisqu'on disait non, elle ne s'identifie pas assez à l'expérience noire. Comment vous analysez cette question ? Ce poème a été déclamé à un moment qui était un moment fondamental pour beaucoup de ceux qui étaient là et de ceux qui ont regardé ce qui se passait sur leur télévision, parce qu'il capturait vraiment ce poème, la signification de ce moment unique où le monde revenait se redresser sur ses pieds après avoir vacillé à cause de ce qui s'était passé quelques jours auparavant, au Capitole, où une bande de néo-nazis avait cru bon de s'exhiber dans les attributs les plus bizarres pour remettre en question la valeur de la démocratie. Eh bien, ce poème, il était tout naturel d'avoir envie de le traduire,
de traduire, autrement dit, l'expérience qui avait été celle de beaucoup, l'expérience poétique qu'il nous offrait, et de traduire cette expérience poétique dans les langues du monde. Et si je dis, pour traduire ce poème, il faut que j'ai la même expérience que la poétesse qui l'a écrit, c'est-à-dire la même identité, je me trompe totalement sur la notion d'expérience. J'utilise ici le mot expérience dans deux significations radicalement différentes. Il y a cette expérience poétique qui était une expérience universelle, et il y a l'expérience qui est la mienne, celle d'un homme de noir d'1,80 m. Si je me mets à dire que vous ne pouvez pas me traduire si vous n'êtes pas un homme noir d'1,80 m, je n'ai rien compris à l'idée d'expérience poétique, et surtout, je n'ai rien compris à la notion de traduction. La traduction ne s'effectue pas sur fond d'identité. La traduction s'effectue précisément entre des langues et donc des visions du monde différentes et établit un pont entre ces langues et ces visions du monde différentes. Traduire, c'est trahir, comme disent les Italiens. Au moins un peu, inévitablement. C'est trahir la langue de départ, lui être par moments infidèle, mais c'est aussi inséminer, décentrer la langue d'arrivée. Mais pour Souleymane Bachir Diagne, c'est précisément cette opération qui permet au peuple de se connaître sans que cela ne passe par l'imposition d'une langue unique dominante. On peut et on doit tout traduire, car c'est à la fois ce qui préserve la pluralité des langues et rend possible leur rencontre. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!